Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de comptabilité analytique. Alors aujourd'hui, on va commencer par quelques définitions, voir un petit peu où est-ce qu'on se situe avec cette comptabilité analytique dans notre conception de la gestion et des organisations. Ensuite, on va regarder quel lien est-ce qu'il y a entre la comptabilité générale et la comptabilité analytique, pour finir par définir quelques petits types de coûts qui méritent notre intérêt. Alors, cette comptabilité analytique, si on la met, si on essaie de la classer dans les catégories de dynamique des organisations décrites par la spirale dynamique, qui est un modèle qu'on ne voit pas ici, qu'on ne revoit pas ici, mais que j'ai pu voir avec vous dans un autre contexte. Hein. On a vu que jusqu'à présent, on était plutôt avec la comptabilité générale dans une dynamique d'écu bleu, donc de structure, de vérité imposée par la loi dans ce cas-ci. Hein. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la comptabilité générale, on est obligé de la faire, c'est la loi. Et si on ne la fait pas, on nous met en prison aussi net que ça. Ou en tout cas, on reçoit de grosses amendes qu'on n'a pas envie de payer. À partir de maintenant, avec la comptabilité analytique, on va plus rentrer dans une dynamique de recette vers le succès. Hein. Le succès étant défini ici premièrement comme une maximisation du profit, que ce soit en quantité ou en qualité ou en certitude d'avoir ce profit. Voilà. Bon, c'est la manière, j'allais dire, encore actuelle, hein, même si je la trouve un peu dépassée de voir les choses en comptabilité analytique. Il est clair que les développements actuels des systèmes d'information et de la comptabilité analytique vont plutôt vers une comptabilité analytique qui servirait aussi, hein, bien sûr, à maximiser le profit, ou en tout cas à être sûr de ne pas être en perte, ce serait plus correct, hein, mais aussi à aller intégrer des aspects d'apport et de consommation, de dégradation, des aspects sociaux et écologiques. Hein. Donc, c'est pas du tout documenté encore théoriquement ces choses-là, donc moi je vais vous contenter de vous présenter ce qui est développé théoriquement, mais voilà, ça finira par exister et c'est ça qui est en développement pour l'instant. Euh, Ce qui est bien, c'est que les techniques vont être identiques, donc vous allez vous retrouver assez facilement avec ce qu'on voit ici. Excusez-moi. Voilà. Et si tout va bien, on va arriver à décrire ça, hein, dans des process. Hein. Vous voyez le systemic flow process oriented. Les autres aspects de l'organisation, ils sont simplement pas vus dans le contexte de ce cours-ci. Alors, quels sont les principes de gestion sur lesquels on va se baser pour développer cette comptabilité analytique? Euh, Le premier, je l'ai déjà dit dans l'introduction sur le slide passé, c'est la maximisation du profit. Mais qui dit maximisation du profit, il y a deux manières d'y arriver, la maximisation du profit. Le premier, ça va être d'augmenter le chiffre d'affaires. Hein. Le chiffre d'affaires, qui n'est jamais que le prix fois la quantité vendue. Hein. Donc voilà, on va pouvoir agir sur les prix, agir sur les quantités. Euh, on va pouvoir aussi diminuer les coûts, hein, puisque le profit, c'est jamais que chiffre d'affaires moins coût. Hein. Donc soit on augmente le chiffre d'affaires, soit on diminue les coûts. Dans un premier temps, le full costing, hein, son objectif, ça va être d'analyser, hein, tous ces coûts dans le but de les répertorier et donc de pouvoir les diminuer. Hein. Euh, voilà. Donc ça, c'est le premier principe. Pour maximiser le profit, on peut diminuer les coûts, hein, en les comptant.
Et ça va nous permettre de piloter, de contrôler l'entreprise. À partir du moment où on sait où sont générés les coûts et qu'on veut les minimiser, eh ben, on va pouvoir jouer là-dessus. Il y a d'autres, évidemment, marges de pilotage dont on a parlé. On va aussi demander à ce système d'information de nous donner les informations pertinentes au bon moment. Au bon moment. Et ce qui consiste en des informations pertinentes. Et ce bon moment en question, il va évoluer avec l'entreprise. On va regarder ça dans le détail, mais déjà, simplement dit de manière préliminaire, eh ben, les besoins en termes de management de l'organisation, ils se complexifient au fur et à mesure que cette organisation grandit, hein. Et donc fatalement, la complexité du système d'information qui est chargé de répondre à ces questions, eh ben, euh, elle va aussi évoluer. Voilà. Pour passer du full costing à ce qu'on va appeler le activity-based costing, hein, ABC, ou encore process-based costing, hein, on va vouloir en savoir un petit peu plus, et notamment savoir quand, où et comment l'entreprise, d'une part, crée de la valeur, et d'autre part, détruit de la valeur, ou en tout cas n'en crée pas autant. Pour ça, on va devoir découper l'organisation en parties, hein, et analyser partie par partie, hein, comment se comporte dans cette partie la création de valeur et la destruction de valeur. Voilà, ça permet de comprendre déjà dans un premier temps comment est-ce que cette maximisation du profit, hein, elle va passer par les coûts et euh, on va diviser l'entreprise en différents centres de profit, si vous voulez, hein, et que ces centres de profit, on va pouvoir les analyser séparément pour finalement répondre à des questions managériales. Eh ben, où est-ce que je crée de la valeur dans mon organisation? Où sont mes facteurs clés de succès? Alors, pour aller un petit peu plus loin dans cette démarche, on va faire appel à la notion de chaîne de valeur, hein, notion développée par Michael Porter, hein, qui vise à identifier les sources de l'avantage concurrentiel. Alors, comme je l'ai présenté jusqu'à présent, hein, ce qui génère de la valeur pour le client, donc qui fait augmenter le chiffre d'affaires, ou ce qui dégage des économies pour la firme, c'est-à-dire ce qui diminue les coûts, hein, eh ben, on comprend qu'ils vont pouvoir être débusqués dans des parties de l'organisation dans lesquelles se passe une certaine fonction, hein, qui regroupe, hein, des ressources et des compétences isolées dans ces fonctions, fatalement, hein. Et voilà, il y a des fonctions qui apportent plus de valeur que d'autres, et ça, c'est bien de le savoir. Dans un deuxième temps, cette chaîne de valeur, elle va additionner à cette vue fonctionnelle de la recherche de valeur une vue d'organisation globale. C'est-à-dire que finalement, il y a aussi une dimension interfonction, hein, ou intra-entreprise, mais entre les fonctions, hein, qui va faire que ces fonctions sont bien organisées entre elles et qui va créer de la valeur. Et ça aussi, on va passer par ce système d'information pour coordonner finalement entre elles ces différentes parties de l'entreprise. Et ça aussi, ça peut augmenter le chiffre d'affaires ou diminuer les coûts. Dans un troisième temps, on va voir aussi que l'organisation globale de l'entreprise avec ses partenaires, eh ben, elle va aussi pouvoir amener de la valeur, hein. C'est-à-dire que collectivement, on va pouvoir faire augmenter le chiffre d'affaires de la filière ou diminuer les coûts de la filière. Donc voilà un petit peu comment on va utiliser cette comptabilité analytique pour débusquer dans l'organisation et entre les différentes parties de l'organisation et même entre cette organisation et les autres organisations
des points qui nécessitent décision de management. Voilà. Bottom line, une information analytique, elle va créer de la valeur à partir du moment où elle permet de réduire l'incertitude des décisions, hein, et en réduisant l'incertitude des décisions, mais finalement, elle réduit leur probabilité de gain de ces décisions, hein, enfin leur probabilité de coût, aussi de risque finalement, oui, hein, et elle augmente leur probabilité de gain. Hein, et donc, on va devoir, et c'est pas évident à démontrer, je comprends bien, mais en tout cas on peut le comprendre théoriquement, on va vouloir que ce gain probabiliste, hein, eh ben, il soit plus grand que le coût de création de ma donnée analytique. Hein. Et donc ça, on va toujours l'avoir à l'esprit pour savoir quelles questions on peut se permettre à quel stade de l'organisation, même si, j'insiste, c'est pas facile de mettre un chiffre là-dessus, hein, parce que hein, savoir quelle est l'amélioration statistique d'une décision, la diminution du risque d'une décision grâce à certaines données, c'est pas évident à mettre sur papier. Mais voilà, on peut le concevoir en tout cas et à la grosse louche comprendre que ça fait une différence. Ben, dernière chose de ces principes de gestion, comment est-ce qu'on va passer de cette comptabilité générale ou financière à cette comptabilité analytique? Ben, je l'ai déjà dit, la comptabilité générale, c'est un système normalisé. Donc, hein, je réponds à une loi et cette loi, elle s'applique à tout le monde, enfin en principe, plus ou moins. Hein, il y a des différences en fonction des acteurs, mais voilà, tout le monde doit faire une comptabilité en tout cas. Hein. Et les utilisateurs de cette comptabilité, ben, ils sont plutôt externes. Alors, j'ai bien dit plutôt externes. Il y a les actionnaires, bien sûr. Les actionnaires, c'est intéressant de voir un petit peu la comptabilité parce que ils vont voir, ils vont pouvoir voir différentes choses, notamment comparer les entreprises entre elles pour savoir si elles sont plus ou moins rentables, en tout cas hein, avoir une idée de leur rentabilité, avoir une idée de leur taille aussi, hein, grâce à la taille du bilan, hein, où on aura ben, voilà, le nombre de gens qui sont engagés, des choses comme ça à l'annexe du bilan. Très bien. Les créanciers aussi, hein, ils vont pouvoir voir le rapport entre dettes exigibles et dettes non exigibles. Et finalement, les pouvoirs publics, ils vont pouvoir regarder dans quelle mesure ils peuvent prélever un impôt dans votre organisation. À côté de ça, la comptabilité analytique, ça va être un système idiosyncratique évolutif. Alors là, c'est un gros mot, tout ça pour vous dire que idiosyncratique, ça veut dire que finalement, cette comptabilité analytique, vous la gérez comme vous voulez. C'est vous qui décidez de le faire parce que ça vous apporte quelque chose. Hein. Et donc, chaque organisation aura finalement sa comptabilité analytique propre. Hein, et ben, ça augmente peut-être un petit peu la difficulté aussi de l'enseigner parce qu'il y a beaucoup plus de manières différentes de voir la comptabilité analytique que de voir la comptabilité générale. Et ensuite, évolutif, eh ben, évolutif parce que les problèmes managériaux d'une organisation, ils évoluent au cours de son histoire et l'environnement, qui nécessite évidemment des réponses managériales, il évolue aussi. Les utilisateurs de la comptabilité analytique sont plutôt internes. Okay. Et d'ailleurs, cette comptabilité analytique constitue souvent un facteur clé de succès en elle-même, et donc, on n'a pas envie de la dévoiler hein, à l'extérieur de l'organisation. Elle pourrait voilà, constituer un secret à bien garder. Voilà. Ouais, certains actionnaires, en tout cas, s'ils ont un œil dans l'organisation, pourraient quand même hein, trouver ça utile, mais certainement les gestionnaires. Okay. Les gestionnaires, ceux-là, ils sont plongés dans la comptabilité. Très bien. Bon, maintenant qu'on a situé cette comptabilité analytique, on va se demander ce qu'est un coût dans le cadre
de la comptabilité générale, on l'a déjà vu, une charge, hein, mais dans le cadre, on va essayer de comparer ça au cadre de la comptabilité analytique. Alors, euh, mais d'abord, le coût en comptabilité analytique, ça va être un coût qu'on va allouer eh ben, à ce qu'on va appeler un objet de coût. Euh, C'est-à-dire que ici, dans l'exemple que j'ai mis sur le petit dessin à droite, hein, on va déterminer le prix de vente d'un produit, hein, ou d'un service grâce à son coût de revient. Hein. Donc le coût de revient, ça veut dire c'est un coût qui est amassé sur le produit ou le service. Et, eh ben, tout au long de sa vie, si vous voulez, hein, on va rajouter des coûts à ce produit en fonction de ce qu'on lui, ou à ce service en fonction de ce qu'on lui rajoute et de combien ça coûte. Hein. Donc, en comptabilité analytique, le coût, il est amassé, si vous voulez, à sa destination, sur le produit de destination. Tandis que en comptabilité générale, pour rappel, hein, la charge, elle était comptabilisée en fonction de sa nature. Hein, par exemple, les achats, les salaires, ils étaient comptabilisés à part les uns des autres. Hein. À quoi va servir cet achat était moins important. Hein, donc on voit que déjà là, il y a une différence. Deuxième différence, c'est la périodicité. En comptabilité financière, on va avoir une périodicité, excusez-moi, euh, au minimum annuel. Hein, c'est comme ça, hein, et on mettra sa clôture à l'endroit où on veut. Mais voilà. Euh, En comptabilité de gestion, souvent, on va prendre des périodicités plus courtes. Alors, je vous rappelle que c'est idiosyncratique, donc je choisis finalement dans quel type de périodicité je vais me mettre, hein, en fonction de mes besoins. Ça peut être un truc en temps réel, ça ce serait le plus court. Hein. À chaque nouveau mouvement, on a une nouvelle période, si vous voulez. Hein. Et bon, on peut aussi le faire chaque année, hein, même si ça a un peu moins de sens d'avoir des périodes aussi grandes. Finalement, les charges sont comptabilisées à l'engagement, c'est-à-dire que dès que j'écris ma facture ou que je reçois ma facture, par exemple, hein, donc dès que j'ai ma pièce justificative, finalement, je vais, euh, je vais comptabiliser la charge. Tandis que, en termes de comptabilité analytique, ce qui m'intéresse, c'est quand l'argent sort ou rentre réellement, hein, dans l'organisation, sur mon compte en banque, par exemple. Hein. Voilà, parce que c'est ça que je vais devoir, c'est à ça que je vais devoir faire attention. Bon, dernière différence, en fonction du résultat, hein, les charges ben, ou les coûts, ils servent à calculer un résultat. Le profit, hein, dans ce cas-ci, qui est calculé dans le cas de la comptabilité générale comme le produit moins les charges d'exploitation financière et exceptionnelle. Hein, on a vu qu'il y avait différents types de charges. En comptabilité analytique, la marge d'exploitation, hein, ben ça va être le chiffre d'affaires moins les coûts, hein, mais ces coûts, ça va être seulement mes coûts d'exploitation. Ça ne va pas être les coûts financiers ou les coûts exceptionnels ou même la marge financière exceptionnelle. Ça ne compte pas ça en comptabilité analytique. La comptabilité analytique, elle vise à savoir mon, euh, si mon business, si mon métier, il est sain. Or, voilà, les charges exceptionnelles et les charges financières, enfin, les résultats exceptionnels et financiers, ils sont hors de mon business et donc ça m'intéresse beaucoup. Bien. Alors, eh ben, on peut se demander comment est-ce qu'on va passer des charges, enfin de l'enregistrement des charges à l'enregistrement des coûts. Et dans une certaine mesure, on peut le faire, c'est-à-dire que on peut se servir de ce qu'on fait en comptabilité générale pour établir notre comptabilité analytique. J'ai bien dit on peut. Hein. Pour ça, il va falloir eh ben,
prendre notre comptabilité générale et d'abord retirer toutes les charges non incorporables. Alors les charges non incorporables, c'est celles dont je viens de vous parler, ces charges hors exploitation, hein, financières, exceptionnelles, hein, ben celles-là, je vais devoir les enlever. Je les enlève, purement simplement, j'en tiens pas compte. On va aussi aller retirer les charges non récurrentes, hein, exceptionnelles, ou non justifiées, hein, c'est-à-dire que je les ai mis dans mon entreprise euh, bon, un petit peu pour créer des coûts alors que ça sert à autre chose, on va dire ça comme ça, hein, pour bénéficier hein, de la récupération de la TVA, etc. etc. Hein. Par exemple, un petit cadeau que j'aurais fait à quelqu'un. Euh, et finalement, toutes les charges récupérées, par exemple la TVA est une charge récupérée, hein, et donc de celle-là, je la récupère, je ne dois pas la comptabiliser. Hein, ce n'est pas des vrais coûts. Bon, à ça, je vais rajouter des charges supplétives, c'est-à-dire des charges que je n'avais pas comptabilisées en comptabilité générale, mais dont je vais avoir besoin en comptabilité analytique. Euh, Principalement, la rémunération des fonds propres. On sait qu'en comptabilité générale, on a considéré que c'était non exigible. Hein. En comptabilité analytique, on considère quand même que ben, si on nous a prêté cet argent, c'était dans l'espoir d'une certaine rentabilité, hein, rentabilité en termes d'intérêt, mais aussi en termes de rémunération du risque, et que donc voilà, ça mérite d'être comptabilisé. L'autre chose qu'on voit régulièrement, c'est un gestionnaire qui est aussi propriétaire de l'entreprise et il travaille alors parfois hein, bénévolement. Alors, c'est pas vraiment qu'il est bénévole, mais c'est que en comptabilité générale, il est bénévole parce que il préfère se rémunérer via des dividendes qui sont fiscalement moins chargés, on va dire ça comme ça, hein, moins taxés fiscalement. Et donc, voilà, il y a une espèce de montage qui est à faire, hein, de se faire rémunérer par des dividendes plutôt que par un salaire. Bon, maintenant, ça reste un montage, et donc nous, on va estimer en comptabilité analytique que ben, tout travail mérite salaire, y compris si c'est le propriétaire, et que donc on va voilà, le rémunérer pour son travail. Ensuite, il y a des choses qu'on va modifier, et notamment au niveau de l'amortissement. Hein. Je vous rappelle, l'amortissement, c'est la quote-part annuelle théorique hein, d'un coût, hein, d'un coût euh, qu'on a mis dans les actifs. Euh, Ici, en termes analytiques, il serait plus correct de parler de charge d'usage. Et si on veut être cohérent de manière théorique, on va plutôt calculer cette charge d'usage comme la valeur du marché de l'actif, hein, qu'on décide d'amortir, hein, sur sa durée de vie économique réelle. Alors, ou résiduelle, suivant le cas. Le problème, c'est que ça nous demande de calculer la valeur de marché d'un actif chaque année, ou en tout cas à chaque période, on va devoir calculer cette valeur de marché. Ce qui, bon, est parfois compliqué, et dans notre souci hein, d'avoir des données qui apportent de la valeur, et ben ça, voilà, cet idéal théorique coûte souvent trop cher. Hein, j'ai bien dit souvent, pas toujours, hein, mais dans certains cas, il coûte trop cher. Et donc, on prend quand même pratiquement souvent l'amortissement ou voilà, une autre manière qui convient, mais qui est plus facile à calculer que de devoir chaque fois faire appel au marché pour réévaluer nos actifs. Certainement s'ils sont nombreux. Aussi, on va modifier la périodicité, puisque la périodicité est souvent différente en comptabilité analytique qu'en comptabilité générale. Et ben, on va créer cette notion d'abonnement donc qui modifie la périodicité. Très bien.
Maintenant qu'on a compris ces principes de gestion, on peut aller un petit peu plus loin dans la composante des coûts, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'en comptabilité analytique, on va décomposer ces coûts. Alors, la première chose qu'on doit bien comprendre, c'est que ce coût, donc c'est qu'ici on va compter en euros, hein, ce coût monétaire, eh ben, le fait qu'on le compte en euros, hein, que ce soit un coût économique qu'on cherche à minimiser ou qu'on cherche à maximiser le profit, mais ça c'est tout à fait lié à notre système de valeurs. Hein, j'en ai parlé au premier slide, système de valeurs ici ER Orange, hein, donc de maximisation du profit. Et on est cohérent avec sa maximisation dans le temps, évidemment aussi. Hein, il s'agit d'assurer que le profit soit constant dans le temps. On est tout à fait d'accord. Hein. Mais donc, dans d'autres systèmes de valeurs, eh ben, probablement que ce coût, on le compterait dans d'autres unités. Hein, consommation de CO2, par exemple, pourquoi pas. Hein, ou apport social, là, ça pourrait le faire aussi. La deuxième chose, c'est que euh, pour arriver à maximiser ce profit, eh ben, on va faire appel à une stratégie. C'est-à-dire qu'on va analyser certaines parties bien précises de l'organisation pour voilà, mettre en place une stratégie cohérente et pouvoir voilà, répondre à ça de manière structurée. Hein. Et donc, on va faire appel à des objets de coût, c'est-à-dire à des choses qu'on va vouloir analyser et chiffrer dans l'organisation. Pour y arriver, eh ben, on va devoir mesurer finalement ce qui se passe. Et ces mesures, elles sont souvent compliquées à élaborer. Et donc, on va faire appel à une ou plusieurs ressources rares qui sera consommée par cet objet de coût, hein, via un inducteur de coût qui sera donc le mieux possible corrélé avec la consommation de coût réel de cet objet de coût. Très bien, donc ça c'est les trois niveaux qu'on va analyser. Allons un petit peu plus loin dans cette notion d'objet de coût. Euh, L'objet de coût est donc bien la nature, enfin, est donc bien, découle bien, excusez-moi, découle bien de la nature des questions de gestion. Donc cette fameuse stratégie, hein, elle amène des questions de gestion qui nécessitent une réponse euh, qui passe par un objet de coût. Je m'explique. Typiquement, au début de la vie d'une organisation, on a besoin de fixer le prix d'un produit ou d'un service. Hein. Alors, ça, c'est bien une question de gestion. On dit, ben, à quel prix est-ce que je devrais mettre mon produit? Pour répondre à cette question, il faudra notamment que ce prix ne soit pas en dessous des coûts que me demande ce produit ou ce service. Donc là, j'ai une bonne question de gestion. Et pour pouvoir répondre à cette question, je vais donc devoir prendre un objet de coût produit ou service et amasser tous les coûts que ce produit ou ce service consomme en passant de travers, enfin en étant généré par mon organisation, pour pouvoir, au moment de sa vente, dire, ben voilà, ce service ou ce produit, il m'a coûté autant. Alors ça, c'est très bien, mais au fur et à mesure que l'entreprise se complexifie, eh ben, je vais me poser d'autres questions. Hein, finalement, je peux me poser la question autour d'un projet aussi. Hein, savoir finalement quels sont les projets qui m'apportent de la valeur ou consomment de la valeur, ou quels sont mes bons clients. Hein, je dis, bon, ben voilà, moi j'ai un peu trop de clients ou j'aimerais sélectionner plus de clients qui ont une haute valeur ajoutée, hein, mais je vais devoir essayer de savoir, hein, d'utiliser mon client comme objet de coût, hein, de savoir mais qu'est-ce que me coûte chaque client et pouvoir comparer ça avec qu'est-ce qu'il me rapporte. Hein. Euh, Idem, si j'ai une grosse entreprise avec plusieurs marques, eh ben, je peux faire cet exercice sur une marque. Si j'ai une entreprise avec beaucoup de départements différents, eh ben, je peux
me poser la question sur quel département apporte de la valeur et lequel consomme de la valeur, hein, ou voilà, hein, carrément aller à, si j'ai je ne l'ai pas mis ici, mais si j'ai une organisation divisionnaire, avec quelle division, ou ici quel département va consommer ou rapporter de la valeur. Donc ça, le fait de savoir euh, combien me coûte quelque chose dans mon organisation, ça va me permettre de faire des choix à la fois stratégiques et opérationnels à propos de cette chose. Okay. Et donc, voilà, ça c'est quelque chose que je dois savoir. Hein. Et bien comprendre évidemment que ce système d'information, cette comptabilité analytique, elle est au service du réel, hein, et que euh, eh ben, il faut, dans le développement de cette comptabilité analytique, démontrer son apport de valeur aussi, hein. Aussi bien qu'on peut décider, hein, d'utiliser comme objet de coût, eh ben, des parties de l'entreprise, mais finalement, cette comptabilité analytique, elle apporte aussi une valeur, hein, en répondant aux questions stratégiques, hein, et elle a aussi des coûts, hein, qui est la mise en place et le maintien de ce système d'information. Hein. Et donc, il s'agit aussi de faire cet exercice et de conserver la partie de la comptabilité analytique qui vaut la peine et de ne pas développer celle qui ne vaut pas la peine. Pour donner un indice de corrélation de cette valeur, eh ben, on peut voir que l'utilité d'un système d'information euh, poussé, voilà, poussé, hein, vaut d'autant plus la peine que les marges sont faibles. Alors, ici, en fait, le principe est que si mes marges sont faibles, eh ben l'estimation que je dois faire pour fixer mon prix, eh ben, elle doit être très très bonne parce que eh ben, si je suis un peu trop haut, ben, je ne vendrai pas mon produit parce que les marges sont faibles sur mon marché. Et si je suis un peu trop bas, juste un peu trop bas, je serai directement en perte. Hein, donc ça, je ne veux pas. Et donc le fait de pouvoir fixer de manière consistante un prix qui est dans la bonne fourchette, et ben ça va être un facteur clé de succès si les marges sont faibles. C'est aussi d'autant plus important que les volumes sont grands, ou d'autant plus utile que les volumes sont grands, hein, parce que ben, on a compris que ça allait mettre un peu d'énergie de pouvoir mettre en place un système d'information qui va calculer ses coûts, hein, et donc à l'extrême, si j'ai un volume d'une unité, si je fais qu'un produit, eh ben, j'ai meilleur temps finalement plutôt que d'aller mettre tout un système d'information qui va calculer ça, hein, de le calculer à la main une fois et puis ce sera fait. Hein. Donc voilà, au plus les volumes sont grands, plus je vais pouvoir amortir un système complexe de comptabilité. Alors, allons un peu plus dans cette conception d'inducteur de coût. Hein. L'inducteur de coût, c'est bien la ressource, enfin, oui, la ressource rare consommée qui sera utilisée pour euh, calculer, amasser, si vous voulez, le coût. Alors, typiquement, on va utiliser, par exemple, le temps de main-d'œuvre. Hein. Eh ben, ici, ça signifierait que, eh ben, on va regarder combien de temps le- les personnes, les employés de l'organisation ont passé sur un produit ou un service, par exemple, et en fonction du temps qu'ils ont passé sur ce produit ou ce service, à amasser tous les coûts de l'entreprise, ou en tout cas une grande partie, une partie des coûts de l'entreprise, via ce canal-là. Hein. Alors évidemment, dans le temps de manœuvre, on va avoir le salaire brut, on va avoir des charges et des frais additionnels, je ne sais pas, le bureau, le PC, hein, la location de la surface de travail, etc., etc., tout l'équipement de cette personne, etc. On va pouvoir amasser ça sur la main-d'œuvre et donc diviser ça en temps de main-d'œuvre. Hein. Et ça va être, voilà, ça va permettre d'utiliser le temps de main-d'œuvre comme inducteur de coût. On peut aussi, en plus ou à la place, utiliser un temps d'utilisation d'un outil de production, hein, savoir combien de temps une machine va tourner pour faire un produit ou un service. Hein, et ben ça va
nous permettre d'allouer des coûts dessus, parce que cette machine, hein, eh ben, elle va être amortie, elle va utiliser une certaine énergie, et on va pouvoir aussi voilà, mettre la maintenance de cette machine sur ses coûts, etc., etc. Hein, plus peut-être d'autres choses, et pouvoir calculer le nombre d'heures que cette machine est utilisée pour faire ceci ou cela. On va pouvoir aussi utiliser comme inducteur de coût eh ben, une quantité de matière première utilisée, ça marche aussi, ou toute autre chose. Le principe, c'est donc d'utiliser bien quelque chose qui est consommé, okay, quelque chose qui est consommé, et d'avoir en amont amassé toute une série de coûts sur cette chose qui est consommée, et donc de pouvoir, par unité de consommation, eh ben, pouvoir allouer des coûts. Évidemment, l'utilisation de cet inducteur de coût va nécessiter un grand travail de collecte, de saisie, de traitement de l'information, à la fois de comment est-ce que les coûts sont alloués à cet inducteur de coût, mais aussi de à quelle hauteur ces coûts sont utilisés pour la fabrication de chaque objet ou pour chaque département, etc., etc. Et donc, voilà, c'est par exemple, si c'est du temps de main-d'œuvre, eh ben, on va vous demander, en tant qu'employé, de badger chaque fois que vous utilisez quelque chose ou que vous êtes occupé à quelque chose, ou de rentrer voilà, oui, un calendrier de vos occupations, etc. Euh, alors, évidemment, il va y avoir des complexités à ce niveau-là, hein. On va vouloir éviter, évidemment, de mettre une même charge deux fois dans les objets, hein, compter deux fois le même coût. Hein, il va falloir se creuser un petit peu la tête pour ne pas mettre deux fois le même coût, hein, une fois par la main-d'œuvre, une fois par la machine, par exemple. Hein. On va aussi devoir se gratter la tête pour partager certaines charges entre différents inducteurs pour les mettre sur différents objets. Hein. Voilà. Très très bien. Bon, alors cet inducteur de coût, il va nous permettre de faire des choix, hein, de faire des choix sur la manière de gérer. C'est le but, hein. Je vous rappelle que le but de tout ce processus, c'est voilà, de voir qu'est-ce qui fait apparaître des coûts et qu'est-ce qui fait apparaître des recettes. Oui, et donc du coup, on va pouvoir prendre ces décisions au niveau de la cause de cette augmentation de coûts, hein, et de pouvoir voilà, gérer, piloter l'entreprise. C'est ça le but. Voilà. Alors, deux techniques pour identifier ces coûts, hein, ces charges incorporables, hein, si on parlait en termes de comptabilité générale. La première, ben, c'est celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Je pars de ce que j'ai fait en comptabilité générale, et donc je vais rajouter toutes ces charges incorporables de la comptabilité générale, et je vais rajouter les charges supplétives, hein, qui correspondent à une consommation de ressources rares. Hein. Et puis, je vais imputer les charges aux différents objets de coût. Très bien. Ce que je peux faire aussi, qui est plus fastidieux mais qui est souvent plus juste, c'est au lieu de partir de la comptabilité générale, qui, au passage, je ne l'ai pas dit, mais au lieu d'utiliser le plan comptable minimum normalisé, on va bien sûr augmenter le nombre de comptes pour pouvoir finalement séparer ces coûts, hein, par destination aussi et pas que par type de coût. Hein. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire carrément une comptabilité complètement séparée, hein, où on va identifier les objets de coût et l'ensemble des consommations de ressources induites par les objets de coût. Hein. Et donc là, eh ben, on va mesurer à la source finalement, hein, les consommations différentes. Et donc on aura souvent, hein,
eh ben, une mesure plus juste, souvent issue du terrain, hein, de des consommations. Voilà. Très bien. Alors, je vous ai fait une petite illustration ici. Bah oui, pourquoi pas. Petite illustration qui va nous permettre de montrer ben, comment est-ce qu'on va passer d'une périodicité annuelle, hein, de la comptabilité générale, à une périodicité. Eh ben ici, on a pris une périodicité d'un mois. C'est des exemples vraiment très faciles, hein, mais par exemple, si j'ai une machine donc, qui est amortie annuellement de 12 millions d'euros, bah, c'est une grosse machine ça, hein, 12 millions d'euros d'amortissement annuel, et ben, c'est clair que si je veux avoir la charge mensuelle, hein, la valeur de l'abonnement mensuel en comptabilité analytique, ben, je la divise simplement par 12, hop, 1 million d'euros, facile. De même, si j'ai 240 000, ben je divise par 12, ça me fait 20 000, ça marche très bien. Par contre, parfois, j'ai des charges hein, qui ne sont pas annuelles, hein. Ici, l'électricité, ben, admettons qu'on me facture de manière trimestrielle, hein, je la divise par 3, hein, 40 000, très bien. Hein, et si j'ai ici une affiliation qui est bimensuelle, je la divise par 2. Hein, donc on voit comment on modifie finalement de manière très aisée hein, les données qu'on a dans la comptabilité générale pour les obtenir en comptabilité analytique. Hein. Si j'avais dû utiliser eh ben, une consommation directe, eh ben, j'aurais regardé, ben, par exemple, ma machine, hein, ben, j'aurais eu 12 millions en un an, et puis j'aurais regardé réellement hein, combien pour chaque utilisation, combien de parties de 12 millions ça fait. Finalement, regardons un petit peu les typologies de coûts. Donc, c'est finalement comment est-ce qu'on peut regrouper ces différents coûts hein, en différentes catégories de coûts. Le premier coût d'intérêt serait un coût qu'on appelle éteint. On retrouvera le nom de sunk cost en anglais. Et le sunk cost, ce sont des coûts qui sont arrivés dans le passé. Hein, et on peut plus récupérer. Ça, ils sont irréversibles. On a payé ces coûts et ben voilà. Hein, par exemple quoi? Ben, un investissement et ben, pas totalement amorti, mais plus nécessaire et voilà ou qui nécessite encore un peu de maintenance. Ce coût, il est arrivé, voilà, il a été fait et il n'y a plus à le répartir quelque part. Euh, des investissements, ben voilà, par exemple, la recherche et développement, ben c'est quelque chose, parfois on fait de la recherche fondamentale, on n'a rien trouvé, hein, on n'a rien trouvé, mais voilà, il s'est dépensé. Hein, ou des études de marché, ben voilà, les études de marché sont faites, euh, et voilà, maintenant elles sont plus utiles. Hein. La question par rapport au coût éteint, c'est est-ce qu'il faut les inclure, que ce soit les coûts partiels ou les coûts complets d'ailleurs, hein, on verra ces notions un peu plus tard, mais est-ce qu'il faut les inclure ou pas hein. Et c'est une question qui nécessite toujours débat parce que, ben, quelque part, si je veux faire une décision saine, eh ben, ces coûts, ils sont passés et puis je peux plus rien y faire. Donc, je devrais réfléchir sans ces coûts. Hein. Et c'est d'autant plus important de le dire que on a souvent ce qu'on appelle un biais d'engagement, c'est-à-dire que quand on a dépensé beaucoup de choses pour un projet, on a tendance à vouloir absolument continuer dans ce projet. Euh, euh, à tort, hein, je veux dire, alors que finalement, si on regarde exactement ce que ça va coûter dans le futur et ce que ça va rapporter dans le futur, ben, ça vaut pas la peine. Mais on a tendance à inclure ces coûts éteints dans notre analyse de coûts. Alors, oui, une décision saine signifie ne pas prendre en compte les coûts éteints.
Mais il faut quand même avoir confiance que à la fin, ben, il faudra que l'ensemble de nos produits soit quand même au-dessus de l'ensemble des coûts, parce que sinon on va droit vers la faillite. Ah, donc ça, c'est un petit peu le juste équilibre par rapport à cette notion de coût. La deuxième catégorie auquel on va devoir faire attention, c'est ce qu'on appelle les coûts joints. Ok. Les coûts joints sont des coûts qui sont englobés dans une production commune finalement, hein, ou des coûts qui sont engagés pour plusieurs productions de produits ou services parallèles. L'exemple que je pourrais vous donner, c'est, voilà, on transporte divers produits dans un camion, et finalement, ces coûts de camion, hein, l'essence qu'on met dedans, l'amortissement du camion, etc., ils servent à transporter plusieurs choses. Alors, comment est-ce que je vais les répartir, ces coûts du camion? Est-ce que, voilà, est-ce que je vais devoir utiliser ce qu'on appelle une clé de répartition, hein. Donc je vais devoir trouver un système, si possible sur un fondement réel, hein, technique ou physique, c'est-à-dire que mon camion, il fait un certain nombre de mètres carrés ou il fait un certain nombre de mètres cubes, hein, et je vais pouvoir diviser finalement l'utilisation par le nombre de mètres carrés ou cubes utilisés par chaque produit sur le nombre total utilisé, ça peut fonctionner, hein. Je peux aussi avoir un fondement de marché, donc hein, pour me dire que pour tous les coûts communs, je le fais en fonction du chiffre d'affaires de chaque produit transporté, par exemple. Euh, ça paraît un petit peu moins juste, et ça l'est probablement, mais par contre, ce sera plus facile à mettre en œuvre, hein. Donc c'est toujours cet équilibre-là qu'il faut trouver, un truc à la fois précis, mais à la fois facile à mettre en œuvre. Et bon, la perfection n'existe pas dans ce monde. Donc voilà, c'est chaque fois un choix managérial réellement d'aller plutôt vers la précision ou d'aller plutôt vers la facilité de mise en œuvre, hein. En général, au plus on avance dans la maturité de l'entreprise, au plus on va essayer d'opter pour une précision parce qu'on a plus d'expérience aussi pour le faire. Voilà, il n'empêche que cette clé de répartition, donc la manière de le faire, c'est toujours une source de discussion. D'abord pour respecter cet équilibre, précision et facilité de mise en œuvre, mais ensuite parce que ces coûts, ils vont, suivant la manière dont ils sont répartis, ils vont rendre plus rentable une activité ou une autre, hein. Et donc, s'il y a certaines parties qui ont intérêt à ce que certaines parties de l'organisation soient plus rentables, hein. Typiquement, ben voilà, si je suis manager d'un produit, j'aurais envie que mon produit soit rentable parce qu'il est finalement la rentabilité du produit dont je suis responsable et le reflet. On peut se dire que c'est le reflet de mon travail, hein, et je vais avoir envie de montrer à tout le monde que j'apporte de la valeur à l'organisation, hein, à tort ou à raison. J'ai pas tort de vouloir montrer que j'apporte de la valeur, mais j'ai parfois tort voilà, de lier cette valeur à la valeur des produits dont je m'occupe, mais bon, soit c'est un autre discours. Mais le fait est là, l'envie est humaine, et si dans cette manière de choisir la clé de répartition, il y a des personnes qui ont voix au chapitre et qui ont du pouvoir enfin, qui ont des intérêts dans le fait d'amener plus de valeur dans un produit ou dans un autre, ça peut amener des luttes de pouvoir, des billets, tout ça, beaucoup de discussions, tout ça. Donc voilà, bien penser à la manière de décider comment sont faites les clés de répartie pour éviter ce problème. Troisième type de coût qui nécessite un petit peu voilà, d'explication, les coûts dits préétablis, parfois appelés prévisionnels, voire standards, parce que voilà, on les a standardisés a priori. Euh, euh, ces coûts, leur but, c'est de finalement modéliser le futur, hein.
Donc on va alimenter le système d'information comptable avec des informations sur ce futur et notamment sur nos budgets estimés futurs. Hein. Ben oui, on va vouloir savoir quel sera notre chiffre d'affaires futur, certainement nos coûts futurs, hein, parce que ben ces coûts, ils vont devoir sortir de nos comptes en banque, hein, donc on a envie d'avoir assez d'argent à ce moment-là sur notre compte en banque. Hein. Euh, Idéalement, évidemment, on va vouloir savoir que ça va être notre besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire notre besoin de cash disponible. Hein, et on va vouloir aussi anticiper le profit, notamment pour voilà, s'assurer que la marge est suffisante par rapport aux attentes de nos actionnaires. Donc, cette budgétisation, eh ben, elle va vouloir traduire ces événements futurs sous forme monétaire, hein, en sachant comment je vais consommer les ressources, hein, suivant les différents choix stratégiques que je vais faire, hein, notamment sur base des coûts historiques éventuellement ajustés à des changements environnementaux que je pourrais anticiper. Hein, je sais pas, de l'inflation par exemple. Hein. Et aussi en estimant des résultats, hein, via par exemple des études de marché, etc. Pour dire les choses de manière très rapide, cette budgétisation, elle va contribuer à une bonne planification. Alors la bonne planification, elle va se diviser en plusieurs étapes. D'abord, détecter les changements de l'environnement, hein, de l'environnement de l'organisation. Ensuite, d'en déduire des conséquences possibles pour ce futur de l'organisation, de l'entreprise. Hein. Et puis, proposer des choix stratégiques pour s'adapter aux attentes du marché et à l'environnement. Ok, c'est bien, ok, donc je vais proposer ces choix stratégiques, mais ces choix stratégiques, je vais devoir pouvoir les comparer en fonction de leurs différents coûts et de savoir, ok, est-ce que je peux m'offrir cette stratégie finalement. Hein. Et donc pour ça, je vais devoir hein, euh, budgétiser la mise en œuvre des différentes stratégies. Hein. Et donc voilà, ça ce sont des coûts préétablis, prévisionnels, hein, nécessaires à la planification. Outre cet aspect de planification, euh, il est à noter aussi que il est d'une bonne pratique d'aller comparer nos anticipations de coûts avec les coûts réels. Parce que dès que je vais avoir une différence entre mes coûts préétablis et mes coûts réels, eh ben, je vais pouvoir me dire, ah, mais là, c'est que j'ai mal estimé. Alors, si ce sont des coûts voilà, estimés par une étude de marché, par exemple, ben on peut se dire, ok, là, qu'est-ce qui s'est passé avec mon étude de marché? Comment améliorer, hein, comment mettre en place une amélioration de cette étude de marché? Hein. Si ce sont des coûts récurrents, eh ben, je peux se demander, oh là, mais là, il s'est passé quelque chose qui fait que ces coûts récurrents ont changé, eh ben, je vais pouvoir essayer d'expliquer ce qui s'est passé, de trouver hein, comment, a posteriori, là, du coup, hein, comment l'environnement s'est modifié, et savoir si cette modification va perdurer, etc., etc. Donc, ça va m'aider à mettre en place un système d'amélioration continue de l'anticipation stratégique et opérationnelle. Voilà, dernier coup qui nécessite un peu d'explication, les coûts fixes. Alors si on reprend le schéma que je vous ai montré au début hein, de calcul du coût de revient en amassant les coûts, eh ben, on a l'impression que ben, chaque fois on avance dans la production d'un produit, ben, il y a des coûts qui viennent se rajouter. C'est vrai, mais il y a une série de coûts qui n'augmente pas en fait avec la quantité produite. Hein. Et là, on va un petit peu se gratter la tête hein, pour savoir. Hein, alors, attention, évidemment, il n'augmente pas dans une certaine période et pour voilà un niveau donné une fourchette donnée, voilà, hein, de quantité produite. Hein. Mais voilà, le fait que ces coûts n'augmentent pas ben, va amener une certaine variabilité dans les coûts unitaires ou les coûts, on va appeler marginal. Hein, ça, je devrais peut-être les rajouter aussi, l'explication des coûts marginaux, hein, mais ça viendra plus loin. Hein,
les coûts d'une unité supplémentaire vont fatalement varier, puisque de temps en temps, il va falloir mettre des coûts fixes dedans, et de temps en temps, il ne faudra plus en mettre des coûts fixes dedans. Hein, ou voilà, est-ce que je les répartis, comment je les répartis, etc. Bottom line, je vais me demander, du fait de ces fourchettes temporelles et de ces fourchettes en termes de niveau d'activité, eh ben, quel va être mon niveau optimal de coût fixe et mon niveau optimal de production étant donné ces coûts fixes. Euh, pour donner un exemple très concret, eh ben, on va prendre un abonnement de téléphone, hein, avec sa consommation. Euh, et comme ça, dans ça, finalement, on a des coûts fixes. Hein. L'abonnement de téléphone, c'est un coût fixe, hein, que j'utilise mon téléphone pour appeler mes clients ou pas, eh ben, je vais payer l'abonnement de téléphone. Hein. Par contre, je peux avoir une partie ou une totalité de ma consommation qui soit des coûts variables. Okay. Et donc, je peux me demander, ben, finalement, quel sera le niveau d'utilisation de ce téléphone optimum, hein, pour pouvoir minimiser mes coûts d'un appel à un client. Hein. Et donc, de pouvoir me dire, ben voilà, hein, tant que j'ai besoin que d'un opérateur, ben peut-être un téléphone suffit, parce que hein, c'est pas la peine d'aller multiplier les coûts fixes. Mais à partir du moment où j'en ai plus, eh ben, je vais devoir faire un rapport. Est-ce qu'il vaut mieux qu'ils se partagent le téléphone ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils aient chacun leur téléphone, hein, et voir un petit peu comment est-ce que j'optimise mon niveau de coût par appel en fonction de ça. Bien, très très bien. Dernière partie pour ce premier cours de comptabilité analytique, toujours un peu théorique, hein, les coûts et leur comportement. On va voir ici une petite matrice où on va croiser finalement un critère de traçabilité par rapport au fait que les coûts soient directs ou indirects. Hein. Direct ou indirect, c'est bien, est-ce que je peux directement allouer ces coûts sur un objet de coût? Ou est-ce que je vais avoir, ou est-ce que je vais devoir passer par un inducteur de coût ou une clé de répartition pour pouvoir allouer ce coût sur mon objet de coût. Très bien. Alors, je vais juste voir si... ah oui, non, j'ai donné là tous les exemples. Bon, deuxième critère. Deuxième critère, ça va être un critère de flexibilité. C'est celui qu'on vient de voir, hein, de flexibilité par rapport flexibilité coût par rapport au volume, par rapport au temps. Hein. Donc, est-ce que hein, ces coûts ils vont augmenter si j'augmente mon volume, hein, ou est-ce que j'ai une certaine flexibilité avec le volume qui fait que mes coûts n'augmentent plus, hein, hein, donc ça va être des coûts variables qui augmentent avec le volume ou des coûts fixes qui ont une certaine flexibilité par rapport à l'augmentation de volume. Alors, quel exemple on peut prendre à l'intersection de de, de, de chaque point de la matrice, excusez-moi, hein. euh, Eh ben, on peut trouver des coûts directs variables, par exemple dans la matière première. Alors, excusez-moi, la matière première, eh ben, d'abord, elle est variable, ça veut dire que si on ne produit pas de produits supplémentaires, ben, on ne va pas incorporer de matière première dans ces produits. Donc on va pas l'utiliser, et à chaque produit supplémentaire que j'utilise, eh ben, fatalement, je dois mettre de la matière première dedans. Donc voilà, ça c'est bien quelque chose de variable par définition, et c'est bien quelque chose de direct aussi par définition, puisque ben, la matière première, je vais directement la mettre sur mon produit, donc il n'y aura pas de discussion quant à d'où provient ce coût. Alors on peut aussi avoir quelque chose de variable, mais d'indirect, hein, par exemple la consommation d'énergie. Pour le camion dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y avait plein de... hein, il y avait plusieurs produits dans le camion, hein, et ben la consommation d'essence de ce camion, et ben, ça va être un coût variable si je vais pas apporter hein, si je produis pas, donc je vais pas devoir les apporter à mes clients, donc ça va pas consommer, hein, mais ça va être indirect parce que je vais devoir le répartir, hein, avec une clé de répartition.
Alors, dans les catégories fixes, en direct, eh ben, on peut avoir l'amortissement d'un outil de production qui est destiné seulement à produire un produit ou un service, hein, donc, ben, vu qu'il n'y a qu'un produit qui est fait, eh ben, ça va être direct, ça va être facile, hein, et ça va être fixe, puisque hein, euh, eh ben, cet amortissement, j'amortis ma machine, que je l'utilise ou pas finalement. Et en indirect, on peut utiliser le même type de choses. Ici, j'ai choisi le loyer d'un entrepôt. Et ben, si cet entrepôt, il sert, excusez-moi, à stocker plusieurs produits. Ah, ben, s'il cherche à stocker plusieurs produits, je vais devoir bien utiliser une clé de répartition. Et ben, ce loyer, je vais devoir le payer que je stocke des produits ou pas. S'il est vide, mon entrepôt, je dois quand même payer mon loyer. Voilà, voilà. Alors, à quoi ça sert d'avoir fait cette matrice? Eh bien, ça sert à comprendre comment je vais imputer ces coûts sur mes objets de coût, hein. Il y a, bon, les charges directes, il n'y a pas trop de discussion, hein, c'est ce que vous voyez en vert sur le schéma en bas à droite, hein, eh ben, elles sont directement appliquées sur l'objet de coût. Euh, Après de ça, on peut avoir, pour une raison ou d'une autre, une absence de lien entre ces charges et ces objets de coût, hein. Euh, cette absence de lien, elle peut dû être au fait que le lien soit flou, pas permanent, ou voilà, hein, par exemple, le nettoyage des locaux de la direction générale, ben, ok, hein, on n'est pas sûr à quel produit ça sert, ça, hein. Euh, euh, on peut aussi avoir des choses qui sont pas mesurables, donc ben voilà, pour des raisons simplement techniques, ben voilà, on a passé du temps à rechercher des nouveaux produits, et puis on a trouvé un, mais comment est-ce qu'on peut mesurer euh, quel temps et pour quel produit, parce qu'il y a plein de temps qu'on a cherché des produits qu'on n'a jamais trouvés, enfin bref, hein, hein. Autre exemple typique, déchets, hein, il y a des déchets qui sont valorisés à la sortie d'un centre de coût. Alors c'est un peu compliqué de savoir un petit peu, hein, comment est-ce qu'on va mesurer ça. Bon, pour ceux-là, eh ben, on va passer, hein, on voit par des centres d'analyse. Les centres d'analyse, eh ben, ils vont servir à regrouper les coûts sur des inducteurs de coûts, hein, et ça peut se faire en plusieurs étapes, hein. On voit qu'on a des centres d'analyse auxiliaires qui vont eux-mêmes être répartis sur des centres d'analyse principaux, hein, et ces centres d'analyse principaux, ils vont pouvoir être consommés par nos objets de coût, que ce soit des produits ou autre chose. Donc voilà, c'est le fait que ces coûts soient indirects va nécessiter la création d'interfaces, de centres d'analyse qui vont pouvoir collecter ces coûts indirects et les répartir sur les objets de coût. Alors, les coûts fixes et les coûts variables, eux, ils vont nous servir à mettre en place des stratégies sous hypothèse. Alors, euh, c'est parfois un peu compliqué parce qu'on a pas mal de théories là-dessus, mais qui sont voilà, à prendre avec des grands guillemets dans la pratique. Alors, euh, théoriquement, eh ben, une charge variable, ça va être une charge qui va bien sûr varier avec la quantité produite, mais qui typiquement, on va faire l'hypothèse qu'elle va varier de manière constante par unité de produit. Ok. Hein, et donc, le fait qu'elle varie de manière constante par unité de produit, ben, va nous permettre d'écrire l'équation, hein, coût variable total est égal à coût variable unitaire, toujours le même, fois la quantité produite, hein. Et donc ça va nous faire un beau graphe, comme j'ai mis en bas à gauche, là, hein. Si vous avez le niveau d'activité en abscisse et le coût variable en ordonnée, eh ben, vous allez voir, ça fait une belle droite comme ça qui monte de manière constante, hein. Si par contre vous mettez le coût variable unitaire en ordonnée, eh ben, vous avez une droite horizontale, hein, c'est toujours 100 dans ce cas-ci. Donc chaque euh, produit supplémentaire, chaque activité supplémentaire, je devrais dire ici, hein, va
avoir un coût de 100 supplémentaire. Très bien. Hein, donc ça fait des belles équations qui sont très facilement traitables par la suite. Hein. Les charges fixes, hein, donc de structure, comme je viens d'expliquer, hein, elles restent, et c'est une hypothèse, totalement constantes avec le niveau d'activité. Hein. Ça veut dire que la charge fixe, hein, c'est un amortissement, un abonnement, un entretien, et qu'on va pouvoir écrire l'équation coût fixe unitaire égale coût fixe total divisé par la quantité. Alors si on reprend le graphe avec notre niveau d'activité, mais qu'on met en ordonnée le coût fixe total, eh ben, ce sera toujours le même. Hein. Ici, 10 000, hein, 10 000 de manière constante. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la quantité produite, j'aurai un coût fixe de 10 000. Et si on va mettre ça en coût fixe unitaire, et ça c'est le principe de l'économie d'échelle, hein, c'est de se dire que ce coût fixe, il va diminuer, hein, avec la quantité produite. Hein, on voit que ça fait une belle courbe descendante. Bon, il y a d'autres hypothèses qui sont nécessaires pour que ça fonctionne. Il faut notamment qu'on ait une information parfaite de l'évolution des charges, hein, qu'on soit bien informé de ça, et que ce soit linéaire, donc ça on a bien vu, hein, et ça va être linéaire, malheureusement pas à l'infini, hein, ça va être linéaire sur une certaine plage et pendant un certain temps, comme je vais développer cet aspect-là quand je vais parler en pratique. Bon, ça va nous permettre de faire des belles équations au niveau du coût total, hein, sujet du prochain cours, le coût total d'un objet de coût déterminé, hein, où le coût total, eh ben, ça va être égal au coût variable plus au coût fixe. Et donc, comme le coût variable, c'est le coût variable unitaire fois la quantité, et bon, le coût fixe, c'est le coût fixe, hein, on va avoir une belle équation du premier degré, coût variable fois quantité plus coût fixe. Hein. Et ça va être très facile à traiter d'un point de vue managérial. Bon, alors, maintenant commencent les problèmes avec ça. Hein. Le premier problème, certaines charges, eh ben, elles vont être semi-variables. Je vous ai déjà parlé de cette problématique par exemple, de l'abonnement du téléphone. Hein. Et donc, ben voilà, elles vont devoir être divisées évidemment en coûts variables et coûts fixes. Hein. On imagine que voilà, ça nécessite en tout cas un peu d'administration. Deuxième chose bien importante, les coûts variables, eh ben, ils vont avoir un phénomène de rendement croissant. Hein, il y a différentes raisons pour ça. Je vous en ai mis deux ici. Hein, l'effet de taille, hein, ça veut dire qu'au plus finalement je produis de quantité, au plus je vais avoir de marge de négociation avec mes fournisseurs. Hein, je vais pouvoir baisser le coût d'achat. Hein, ou je vais pouvoir aussi avoir des économies d'expérience. Hein. Au plus je produis quelque chose, ben, au plus ma main-d'œuvre s'habitue à le faire, devient meilleure, etc. etc. Hein. Et donc ça va diminuer le coût unitaire, hein, de manière assez importante, en tout cas au début. Voilà, et donc ça veut dire que ce ne sera pas une belle droite comme tout à l'heure, ça va être quelque chose d'un peu plus compliqué. On a aussi des phénomènes de rendement décroissant. Hein, je vous en ai mis ici, hein, par exemple, des effets de saturation. Hein. Eh ben, par exemple, si j'ai un certain nombre de personnel et que je lui demande de travailler plus, ben, il y a un moment, les heures supplémentaires, elles vont me coûter plus cher que les heures normales. Et puis peut-être que ces heures supplémentaires, ben, ils vont être plus fatigués, donc ils vont moins bien travailler. Hein. Il va y avoir un phénomène d'augmentation du stress. Hein. Si je prends le même raisonnement avec une machine et que je la pousse au maximum de sa capacité, ben, il y a un certain moment, hein, où eh ben, cette machine, elle va faire des erreurs, elle va avoir plus de pannes, et ça va m'augmenter mes coûts variables. Hein. Et donc on voit que en pratique, eh ben, on va avoir trois phases, hein, qui sont représentées dans ce U que vous voyez sur le schéma de droite.
hein, une partie de rendement croissant, une partie de rendement constant, et puis une partie de rendement décroissant. Hein. Donc l'hypothèse de linéarité qu'on a fait, eh ben, elle est juste valable, hein, dans un certain laps, hein, ici probablement de plus ou moins 1000 à plus ou moins 2000, hein, de niveau d'activité, hein, ça va fonctionner. En dehors de ça, il va falloir que je remette mes hypothèses en doute. Et voilà. Hein, en tout cas, que je prenne 100 ans voilà, je ne vais pas pouvoir utiliser une droite aussi simplement que dans les autres. Pour le coût fixe, ça va aussi m'apporter des tas de problèmes, hein, parce que finalement, ben, on a vu, hein, ces coûts, ils sont fixes sur une certaine quantité produite et sur une certaine période, hein, et donc en réalité, on va avoir des phénomènes de paliers comme ça, hein, qui vont dire, ben, une fois que ma machine, je l'aurai utilisée à fond, eh ben, je vais devoir acheter une nouvelle machine, hein, et donc je vais avoir voilà, hein, euh, je vais devoir racheter une nouvelle machine et donc ça va me ramener des coûts fixes supplémentaires et hop, là je vais avoir un palier. Hein, et donc on va avoir toute une série de seuils comme ça. Et évidemment, j'ai pas qu'un seul coût fixe. Hein, et chacun de mes coûts fixes va peut-être varier à différents niveaux de production. Et donc je vais avoir une somme de paliers comme ça qui sera beaucoup moins évidente à gérer que voilà, un beau coût fixe horizontal comme on me le présente théoriquement. Voilà. On peut rajouter à ce niveau-ci, c'est déjà un bon moment pour le faire, à rajouter que ben, les coûts fixes, ils sont avantageux à partir du moment où j'ai un environnement assez stable et certain, hein, parce que hein, je vais pouvoir investir dans des coûts fixes et les rentabiliser ben, longtemps, hein, longtemps, puisque mon environnement est stable, hein, et donc aller faire des gros volumes avec ses coûts fixes. Souvent, et c'est le cas dans beaucoup de domaines actuellement, on a peu de certitude quant à notre environnement, et du coup, on va plutôt, dans ce cas-là, si on a peu de certitude, favoriser les coûts variables. Hein. Même si les coûts totaux créés par cette stratégie de coûts variables seront plus élevés, mais au moins, si jamais notre environnement change, on va pouvoir s'adapter à moindre coût, hein, et pas faire de ces coûts fixes des sunk costs, hein, des coûts éteints. Voilà. Ah, donc ça, c'est stratégiquement, c'est important de savoir la différence entre les deux. Très très bien. Et ben voilà, on en déduit notre concept de coût complet, hein, coût fixe plus coût variable, aussi d'ailleurs coût direct plus coût indirect, pour un objet de coût, pour une période de référence donnée. Hein, voilà comment est-ce qu'on va calculer nos coûts complets. Et donc cette stratégie, cette manière de faire de coût complet, ben ça on va voir la fois prochaine.